Bonjour chers auditeurs, toujours sur l'Institut des Libertés, et cette fois-ci on a le plaisir de recevoir M. Rioufol, chroniqueur du Figaro. Alors, Yvan Rioufol, merci de venir nous voir. On s'était vu il y a un peu plus d'un an, et on avait commencé notre discussion par une citation d'un de vos livres que je recommande à tout le monde et qui s'appelle « De l'urgence d'être réactionnaire » et qui avait été publié en 2012, dans lequel vous disiez « On vit dans un pays où la démocratie n'aime plus le peuple, les humanistes n'aiment pas les gens, les journalistes surtout n'aiment pas les faits, les antiracistes n'aiment pas les blancs et les progressistes aiment tellement les pauvres qu'ils sont prêts à en faire venir toujours davantage. » Alors, en un an, est-ce que quelque chose a changé dans ce paysage et est-ce qu'il y a un petit effet zémourisation, à votre avis ? Qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Rien n'a vraiment changé. Le diagnostic que j'ai fait en 2012 était peut-être exactement le même, naturellement. Simplement, aujourd'hui, il me semble que nous sommes en train de vivre, et en direct, une période de grand basculement. Une période, j'aime à dire que c'est une période révolutionnaire, pré-révolutionnaire, révolutionnaire. C'est-à-dire que nous changeons d'époque. Alors, c'est depuis ce changement d'époque peut se percevoir depuis quelques années déjà, mais je pense qu'on arrive là au terme d'un grand mensonge institutionnalisé qui a été celui de 40 ans de bien-pensance, de conformisme, de politiquement correct et d'obligation pour tous, et singulièrement pour les observateurs, de fermer les yeux sur ce qui crever le regard, si je puis dire. Et donc, nous en arrivons là à ce coup d'état permanent des réalités qui force aujourd'hui un homme politique à accepter de reconnaître d'abord qu'il s'est trompé, enfin pour ceux qui se sont trompés, ou pour Zemmour, d'accompagner cette exigence de lucidité, de vérité et de parler vrai, pour parler comme Rocard. Et donc oui, on vit un grand basculement, et aujourd'hui, c'est ce qui effraie toute cette gauche humaniste qui, jusqu'à présent, se contentait de se regarder dans son miroir pour imposer son idéologie, et qui se rend compte, ne serait-ce que dans les sondages qui le confirment, qu'elle a participé au grand effondrement général. Nous vivons un grand effondrement général. Un grand effondrement général. Alors, je vais laisser parler bien sûr aussi, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la façon dont, en l'espace de 3 mois, depuis l'émergence de Zemmour, le langage s'est transformé. Il y avait tout un tas de choses qu'on n'avait pas le droit de dire, et d'un seul coup maintenant, dont par exemple le grand remplacement, vous savez, qui était un mot qu'on n'avait même pas le droit de prononcer, sauf à se retrouver à la 17e chambre, et d'un seul coup le langage s'est complètement transformé. On a parlé comme les Grecs, on a eu un changement du logos. Oui, c'est amusant, ça doit vous impressionner, vous qui êtes homme de lettres. C'est vrai, avec ce paradoxe que dans tous les sondages montrent qu'il y a une grande défiance pour le monde journalistique, avec plein de raisons, parce qu'en effet, les journalistes n'aiment plus les faits, je pourrais redire exactement la même chose, n'aiment pas la vérité des faits, et que c'est un journaliste, malgré tout, qui devient le révélateur, non pas de la faiblesse simplement du monde journalistique, mais le révélateur de ce que je vous décrivais, de cette incapacité qu'a eu la société à se confronter aux réalités au prétexte de consensus, de vivre ensemble, d'apaisement, etc. Et donc, en effet, Zemmour est le révélateur de ce grand mensonge. Il y a eu un grand effondrement et un grand mensonge. Et Zemmour est le révélateur de tout ceci. Et un mensonge que, comme vous, il n'avait cessé de dénoncer. Oui, alors, bien sûr, mais nous étions quelques-uns, Dieu merci, depuis 30 ans à les dénoncer. C'est pour ça que ce qui se passe là, en tout cas, ne m'étonne pas, ne l'étonne pas non plus. Mais Zemmour, aujourd'hui, a trouvé l'opportunité, à travers ce grand vide qui a été créé, ce grand vide intellectuel, il faut bien dire ce qui est, le grand vide intellectuel et politique qui a été créé par ce politiquement correct émollient qui empêchait de penser avec ce confort intellectuel. Et donc, il trouve là, avec l'exercice qu'il a eu depuis très longtemps, lui aussi, de mettre des mots sur les choses, et tout simplement de nommer les choses. Il trouve là maintenant une audience, parce qu'on trouve d'une audace inouïe de dire que, en effet, des frontières c'est des frontières, un peuple c'est un peuple, une nation c'est une nation, une souveraineté c'est une souveraineté, et c'est pas autre chose, ça va pas se diluer dans d'autres considérations pour y laisser place à je ne sais quoi, un état de droit indéfinissable ou à des logorées que nous proposent les apparatchiks de l'Union européenne ou les élites déconnectées du peuple.
Alors malheureusement, dans l'histoire récente, on a eu des journalistes ou des hommes qui ont pratiqué le métier de journaliste. C'est Raymond Aron, c'est Jean-François Revel, c'est Simon Leys et c'est Louis Pauwels. Malheureusement, à chaque fois, ils ont été écarté, entre guillemets, du système. Est-ce que Zemmour est confronté à ce type de risque? Zemmour doit s'attendre à recevoir un tombereau d'injures, c'est déjà fait, et de menaces également. Vous avez vu qu'à Nantes, par exemple, des affiches ont été placardées par les mouvements dits Antifa, montrant la tête de Zemmour avec sur son front une cible, et il est marqué « Wanted », c'est-à-dire qu'on a les Antifa, les prétendus Antifa, les nouveaux fascistes en réalité, appellent à tuer Zemmour. Et naturellement, pour un esprit faible, on peut très bien redouter ce qui s'était passé d'autre part avec, par exemple, pour la rédaction de Charlie Hebdo, où on appelait à tuer des islamophobes. Et là, si on appelle à tuer Zemmour parce qu'il serait prétendument raciste, il peut y avoir un cinglé, en effet, qui prenne un fusil pour lui tirer une balle entre les yeux. Donc, j'écarte cette perspective, parce que rien que de l'évoquer, c'est déjà leur faire trop d'honneur, mais il y a en effet maintenant une intolérance folle. Zemmour rend fou. Zemmour rend fou. Zemmour rend fou. Et il rend fou très singulièrement ceux qu'il veut perdre. C'est-à-dire qu'il rend fou, Zeus rend fou ce qu'il veut perdre, disait le proverbe. Zemmour rend fou ce qu'il veut perdre, c'est-à-dire qu'il est en train de révéler non seulement tout le grand désastre général qui nous accable depuis 40 ans, mais également il révèle la somme d'intolérance aujourd'hui qu'il y a, en tout cas dans une partie de la gauche, et très singulièrement au cœur de l'extrême gauche, qui veut voir en lui un antisémite, lui le juif antisémite, il va falloir quand même que la gauche s'explique là-dessus, naturellement un raciste, un homophobe, etc. Enfin, vous pouvez décliner un fasciste et donc un homme à abattre. Et donc on vit une période, pour lui très dangereuse, je prie pour qu'il ne lui arrive rien, j'espère qu'il se protège, mais cela est c'est révélateur de la grande violence sourde. On dit de Zemmour qu'il porte un discours de haine et de violence. Mais bon sang, est-ce que ceux qui l'accusent de cela voient bien quelle est la teneur de leur propre discours quand ils le traitent de la sorte? Oui, ce que vous dites, c'est que dans le fond, le discours, en empêchant les autres de discourir par leur intolérance, ils étaient déjà extraordinairement violents. Ils pratiquaient une violence. Ils avaient un terrorisme intellectuel qu'on a tous subi, oui, mais qui malgré tout, comme il était un peu vain et mal argumenté, pouvait se contourner. Mais là, comme il voit que ce terrorisme intellectuel ne fonctionne plus, ça peut devenir un terrorisme tout court. Moi, je n'en sais rien. Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse, mais l'on voit bien qu'en tout cas, pour une partie de l'extrême gauche, d'une partie de cette gauche qui a colporté cette idéologie là dont on sort aujourd'hui, qui s'effondre, cette idéologie du politiquement correct, je ne sais pas comment l'appeler autrement, de la bien-pensance. Ça rappelle l'effondrement du communisme, vous savez, dans les années... C'est exactement la même chose. C'est-à-dire une espèce de monstre qui terrifie tout le monde et qui disparaît comme un mauvais rêve en 5 minutes. C'est exactement ça. Moi, je pense que j'avais déjà proposé comme définition de ce moment révolutionnaire la révolution des œillères. J'avais proposé ça dans un livre, je crois qu'il y a 5 ou 6 ans. C'est-à-dire la révolution des œillères, parce que c'était un clin d'œil avec la révolution des œillets, mais ça n'avait rien à voir en portugaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les œillères tombent. J'avais proposé ça, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans dans un bouquin. Et la révolution des œillères, ça y est, nous y sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un homme politique ne peut plus se permettre maintenant d'avoir des œillères par convention, par paresse ou simplement pour ne pas choquer. On est obligé de choquer. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui oblige à dire les choses et qui oblige à être radical. Et donc Zemmour est radical parce que la société est radicale. Et c'est en cela que Marine Le Pen, d'ailleurs, est un peu désarçonnée, parce qu'elle avait choisi précisément de laisser tomber sa radicalité initiale pour se mettre, alors peut-être pas des œillères, mais en tout cas pour essayer de contourner un petit peu, d'euphémiser les réalités. Or, non, c'est une mauvaise stratégie que celle-ci. Il faut, on a trop dit et répété que, je m'en souviens, parce que en tant que journaliste, c'était ce à quoi je me heurtais. Il ne fallait pas montrer du doigt les banlieues, il ne fallait pas désigner un tel comme étant délinquant quand il était noir ou arabe, etc. Enfin bon, des sottises de la sorte qui ont empêché de dire simplement les choses, sans accabler toute une communauté ou n'importe quoi, mais simplement de dire les choses. Et la vérité rendant libre, effectivement, l'homme libre aujourd'hui, c'est celui qui dit la vérité, et l'homme le plus libre aujourd'hui, c'est bien Zemmour.
Absolument. Alors, vous avez fait allusion à l'extrême droite, mais quand on regarde les propos des collaborateurs de M. Macron, on a M. Borrello, qui est cofondateur de La République En Marche, qui a dit que M. Zemmour, c'était un virus nouveau qui déployait la peste brune. On a M. Castaner qui a dit que M. Zemmour abaissait le débat dans ce qu'il avait de pire. Enfin, je veux dire, les propos sont autour du président de la République, tout de même. Et le président de la République lui-même, parlant des Gilets jaunes, avait dit « la lèpre qui monte ». Souvenez-vous. Oui. C'était les nazis qui qualifiaient les juifs de je ne sais plus quel insecte nuisible et pour les éradiquer. Donc ces gens-là sont fous, ils sont devenus authentiquement fous, ils ont perdu la raison et ces gens-là se disent révélateurs, se disent porteurs de l'apaisement et de la raison. Si vous écoutez Macron aujourd'hui, il se revendique comme étant le président du peuple raisonnable. Or, en réalité, quand vous décryptez ses discours, ses propres discours, ou les discours de son entourage, ses propres discours étaient effarants concernant les Gilets jaunes. Il fallait écouter ça. Vous savez, je me suis beaucoup intéressé aux Gilets jaunes. C'était en 2018, ça déjà. Mais dès les premières manifestations de Gilets jaunes, Macron avait dit d'eux, alors que c'était vraiment des braves gens. Ceux avec qui j'étais, c'était des braves gens. Ceux qui venaient de la ruralité, c'était pas les casseurs. Ouais. Il avait dit d'eux qu'il avait vu dans ces foules, alors qu'il n'avait pas mis les pieds, il avait refait l'inventaire des antisémites, des homophobes, des racistes, etc., etc. Donc avec une volonté précise de nuire et de disqualifier une parole populaire. Parce que ce que l'on voit apparaître est tout simple, dans une démocratie, c'est que l'on se rend compte que notre démocratie était une démocratie d'apparence, qu'elle avait laissé sur le bas du côté toute une partie d'un peuple qui n'était pas représenté, cette fameuse société invisible, cette France silencieuse, cette France déshumanisée, cette France périphérique de Guy Lui, qui représente 60% de la démographie, et si on entend Guy Lui, et que c'est en fait cette France-là qui aujourd'hui rue dans les brancards. Alors certes, elle ne participait plus au débat, elle s'était rangée sur son Aventin, mais aujourd'hui, elle entend les discours qui lui sont adressés. Alors, pour Zemmour, le grand défi va être en effet, lui qui est plutôt un homme des villes, si je puis dire, de s'adresser aux hommes des champs, ou en tout cas aux hommes ruraux. Ce n'est pas non plus... Aux hommes des provinces. Aux hommes des provinces. Il connaît mal. Donc c'est pour ça que son rôle n'est pas simple. Mais enfin, en tout cas, sa grande force aujourd'hui, c'est d'être, pour résumer ma pensée, c'est d'être hors système. Le système s'effondre sous nos yeux, tout le système s'effondre sous nos yeux. Et aujourd'hui, il peut y avoir, il me semble que même si je ne crois pas à l'homme providentiel, le peuple peut être providentiel, et dans ce peuple providentiel, il peut y avoir effectivement quelqu'un qui pourrait parler au nom du peuple providentiel en dehors du système. Et Zemmour peut être celui-ci. Mais voilà, c'est de la théorie. Maintenant, on verra si ça se passe. Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, quand vous écoutez Zemmour, c'est le plus improbable des hommes sortis du peuple de France qu'on aurait pu trouver. C'est-à-dire, quelque part, vous savez, les chemins de Dieu sont impénétrables. Vous connaissez cette phrase de l'Évangile. Et je trouve ça extraordinaire, si vous voulez. Si on a besoin d'un gars qui disait la vérité, et on a un type qui arrive, qui est un peu comme Romain Gary, qui n'a pas une goutte de sang sous chien dans les veines, et la France coule en lui. Mais c'est quasiment un miracle, non, vous ne trouvez pas? Alors... Je peux devenir émotif. Oui, c'est ça. Ne mettez pas trop d'émotion, mais c'est vrai que pour l'instant, son itinéraire est tout à fait extravagant. Mais parce qu'il porte sa propre histoire, et il la porte avec beaucoup de talent. C'est-à-dire qu'il porte l'histoire, en effet, d'un Français dont les ancêtres berbères parlaient berbères ou parlaient arabes, et qui n'ont été français que par le décret Crémieux, et qui auparavant, et qui lui s'est retrouvé plus français que français. Voilà. Plus français que français. Et donc, naturellement, les Français, donc il illustre bien, dans le fond, quel est l'effort que l'on demande aujourd'hui à tous ceux qui viennent en France dans une société maintenant, malgré tout ouverte, par définition et mondialisée, veulent devenir français et rechignent à partager nos règles. Donc il est exemplaire d'un processus d'assimilation. C'est pour ça qu'il accroche, je pense, les gens. Et en effet, c'est tout à fait surprenant, parce qu'on aurait pu penser qu'un Français, qu'un sous-chien... allait sortir. Qu'un sous-chien
40 générations derrière lui de Français puissent sortir en disant voilà, c'est ma France que je veux défendre. Eh bien non, il n'y a pas eu, cet homme-là n'apparaît pas. Comme si les Français étaient les Français, pour je sais pas comment les dire, s'étaient désintéressés de leur propre filiation et que ce soit un nouveau Français, un Français de branche, comme il se dit lui-même, il ne se dit pas Français de souche, il ne l'est pas, mais un Français de branche soit prêt à reprendre le flambeau, laisser tomber par paresse. Alors là, par lâcheté, peut-être. Ou par peur, parce que chaque fois qu'il y en a un qui a eu ça, besoin, qui a essayé de sortir de ces Français, bien possible, il a été détruit par cet appareil dont vous avez dit qu'il s'effondrait. Ouais. On en a massacré tout un tas qui ont essayé de sortir. Donc, aussi curieux que ça passe, quand vous y réfléchissez, le seul qui pouvait sortir, c'était un immigré ou un juif ou quelqu'un comme ça. Et lui, il a les deux. Voilà, oui, tous ceux qui le haïssent disent est-ce que c'est un juif algérien qui pourrait devenir président de la République française? Et pourquoi pas? Et c'est très amusant de voir que toute cette gauche qui dit de la droite qu'elle est antisémite n'a pas d'argument naturellement face à Zemmour, parce que lui-même étant juif, alors maintenant la gauche a trouvé cet argument, il va falloir qu'elle explique comment elle va pouvoir argumenter longtemps, de dire que c'est un juif antisémite. Donc on retombe là-dessus. Mais là, ça me paraît, d'autant que je connais Zemmour, parce qu'on a partagé le même bureau au Figaro depuis longtemps, s'il ne parle pas de sa religion, c'est malgré tout un juif qui est habité par sa religion. Enfin, dans sa vie privée, il va à la synagogue, etc. Donc il est très juif, si je puis dire, dans sa vie privée, mais ça ne regarde personne. Et simplement, il est très, j'allais presque dire, excessivement français. Et donc, et c'est ce qui le rend, en effet, sympathique à un certain nombre. C'est vrai qu'il y a une énorme défiance, malgré tout, des sondages sur sa personnalité par ailleurs. Ça va être une autre difficulté, parce qu'il est sympathique à ceux qui veulent bien l'entendre, mais il agrège une somme de détestation aussi assez considérable dans les sondages, on verra bien. Mais c'est vrai que sa qualité d'immigré, d'ancien immigré, si je puis dire, en tout cas, et sa qualité de juif aussi, font que ça en fait l'expression d'une de ces minorités, les immigrés et les juifs, qui, par définition, étaient intouchables et qui, là, deviennent révélateurs d'une autre société, celle des oubliés. Donc, il y a ce paradoxe sur lequel il joue très habilement et qui peut le faire gagner. Maintenant, est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est tout ça? Je ne sais pas du tout. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Donc, je pense que... Moi non plus, mais je crois que du peuple surgit très souvent dans l'histoire de France. Le peuple génère quelqu'un. Oui. On l'a vu souvent. Donc, ce qui m'amuse, j'avais écrit il y a 4 ou 5 ans un papier à l'Institut des Libertés, ici, dans lequel je disais, c'est rigolo, Zemmour me rappelle Bernanos. C'est-à-dire qu'il y avait un Picard qui était là, les pieds dans la glaise, qui adorait la France, les églises et tout. Et j'avais dit, quand je lis Zemmour, j'ai l'impression de lire Bernanos, et ça me faisait pleurer de rire, en pensant qu'il y en avait un qui était un juif d'Afrique du Nord et l'autre qui était un paysan Picard. Et je me dis, c'est curieux, dans le fond, ils avaient le même amour pour la France des cathédrales, des fous et des saints. Oui, et même quand la noblesse française s'est fait éradiquer après Azincourt, et quand il n'y a plus aucune élite française pour reprendre le pouvoir, on s'est dirigé vers une pucelle, Jeanne d'Arc, qui venant du peuple, également expression de la société civile, pour reprendre un peu notre grille de lecture d'aujourd'hui, expression de l'antisystème, pour reprendre le flambeau et faire remettre la couronne sur leur roi. Et donc on pourrait dire la même chose un peu de Zemmour, après l'effondrement des élites, après toutes ces défaites, tous ces Azincourt que l'on a pu connaître. On va l'appeler la pucelle de Drancy. En tout cas, la seule parallèle qu'il puisse y avoir entre la pucelle de Drancy et lui, c'est qu'il porte en effet une virginité politique, parce que lui n'a jamais fait de politique non plus. C'est aussi sa force. Donc il a cette virginité-là qui pourrait le faire se ressembler à la pucelle de Don Rémy, en tout cas, dans la mesure où il n'a pas eu d'attache. Enfin, il était un journaliste politique, bien sûr, mais il n'a pas eu d'attache avec les compromissions politiques. Donc c'est la force qu'il a. Alors parlez-nous un petit peu de Zemmour comme voisin de bureau, parce que vous avez connu. Ça doit être amusant. Vous pouvez nous raconter quelques anecdotes sur qui il est. Vous savez, Zemmour comme voisin de bureau, c'était une atmosphère monacale. Donc détrompez-vous, je n'ai pas grand-chose à en dire parce que j'ai été le premier. Il travaille tout le temps, non? Il travaille tout le temps. C'est un gros travailleur. Et puis moi aussi. Et donc, quand nous travaillions ensemble, vous n'entendiez pas une mouche voler. Et comme on savait qu'on était d'accord sur beaucoup de choses, sauf sur le libéralisme, je vais y revenir. Donc, j'ai été moi-même le premier, alors que je l'ai fréquenté donc tous les jours, j'ai été moi-même surpris de ne pas avoir décelé chez lui, enfin j'avais bien vu qu'il y avait l'ambition du personnage, qu'il s'écrivait un destin personnel, etc. Mais je n'avais pas vu, il m'aurait dit
j'ai bien envie de me présenter à la présidence de la République. J'aurais dû, atterri, ça va les chevilles, calme-toi. Et donc, ça ne m'est pas venu à l'idée. Et quand je l'ai vu apparaître sur la scène, je n'ai pas cru à son itinéraire. Je dois l'avouer, je me suis trompé. Ben oui. Et pourtant, le connaissant, enfin, je voyais bien, naturellement, le grand appétit qu'il avait à vouloir apparaître et à vouloir prouver quelque chose, mais pas à ce point. Donc, même si quand vous vivez avec quelqu'un, quand vous partagez un bureau avec quelqu'un, vous ne comprenez pas tout de ce personnage. Parce que ce personnage, en apparence liant et sympathique, est en fait aussi assez secret. Il ne dit pas beaucoup les choses. En tout cas, il ne les disait pas à moi. Je ne sais pas qui avait de la méfiance. On était bons camarades. On n'était pas non plus amis intimes, mais bons camarades. Mais en même temps, il réservait ses déjeuners à déjà, on se rend compte qu'il les réservait à ceux du monde politique avec qui il pourrait faire affaire. Quand vous lisez son livre, c'est aussi ça qui frappe, c'est que c'est une somme de déjeuners parisiens, etc., oui, avec des hommes politiques avec qui il parle d'égal à égal. En tout cas, c'est ce qu'il montre dans son livre. Et donc, ceci, je ne l'avais pas vraiment perçu. Moi, on avait des rapports de confrère à confrère, de collègue à collègue, mais sans plus. Donc, je ne pourrais pas vous en dire. Je reconnais que une partie de ce personnage m'a échappé. Alors maintenant, parlez-nous de votre différend avec le libéralisme. Entre lui et vous. Alors, mon différend avec le libéralisme, alors il était beaucoup plus profond, c'est que lui, à l'époque, mais alors peut-être a-t-il changé, et là il va falloir qu'il creuse, parce qu'à l'époque, il était foncièrement anti-libéral. Moi, j'étais journaliste, je me prétendais libéral, en tout cas en économie, non pas ultra-libéral, mais libéral. J'étais dans la filière d'Allais, de notre prix Nobel. Et lui, à l'époque, je me souviens, se raidissait, et c'était déjà très compliqué à l'époque d'argumenter avec lui, parce qu'il associait le libéralisme économique au libéralisme sociétal, et qu'il ne voyait pas qu'on pouvait être libéral d'un côté en demandant la libre circulation des biens, et pas libéral de l'autre en demandant la libre circulation des personnes. Il y voyait une contradiction, parce qu'il a un esprit quand même de système, et quand on était libéral d'un point, il fallait aller jusqu'au bout de ce système-là. Et donc, nous avions là des discussions qui tournaient vain, parce que il n'arrive pas, bien sûr, vous voyez comment il est assez rude dans ses démonstrations, et donc ça tournait court. Mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il se dit libéral, donc je trouve qu'il a dû changer, parce que ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Là, très franchement, je ne cherche pas du tout de polémique ni rien, je tiens un constat que je fais, mais il faudra lui poser la question à lui. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui lui poseront. De savoir qui l'a fait changer. Est-ce qu'il est vraiment autant, parce qu'à l'époque, il était très centralisateur, très jacobin, très plan quinquennal, très gosse-plan, appelez-moi gosse. Enfin, il était dans cet univers-là. Et aujourd'hui, il me semble, quand il demande moins d'État, moins d'impôts, des sortes de décentralisation, et il a subi des... Il a peut-être trop lu Charles Gave. Ah ben, je pense qu'il y a dû y avoir dans son entourage des gens qui lui ont fait comprendre que le libéralisme, ce n'était pas l'ultralibéralisme, qu'il y avait naturellement que l'ultralibéralisme pouvait naturellement détruire des peuples, on en est bien d'accord, avec les désindustrialisations et les mises en concurrence, mais qu'un libéralisme sain était de bonne aloi, et était au contraire très motivant pour les initiatives privées. Donc voilà. L'essence du libéralisme, c'est quand même Pompidou qui disait mais cessez d'emmerder les Français. Cessez d'emmerder les Français. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Zemmour maintenant. Donc je pense, mais il faudra lui poser la question, il faudra que je lui en parle, mais je ne le vois plus maintenant. Ça y est, il est devenu inatteignable. Mais en tout cas, il faudra lui poser la question, si vous le voyez, de savoir est-ce qu'il voit même, est-ce que lui-même admet de dire qu'il a changé dans son approche libérale, ou pas. Mais c'est parce que vous êtes en train de dire très intéressant, c'est-à-dire qu'il change. Il peut changer. Il peut changer, c'est-à-dire qu'il apprend, il change. Alors, son caractère est a priori d'un bloc. Il avale. C'est un théoricien. Mais vous voyez bien que tout ça doit rentrer dans des bouteilles. Mais parfois, je me rends compte qu'il peut changer d'avis. Mais je peux pas parler à sa place parce que je n'ai jamais confronté cette expérience sur le libéralisme avec ce qu'il dit maintenant. Donc peut-être me dira-t-il qu'il a toujours pensé ça, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai vu, moi. Comme vous l'avez vu. Jean-Jacques.
Oui, je voulais, dans tous ceux qui entourent le président de la République actuel, il y en a un qui est extraordinaire, qui s'appelle Monsieur Cédric O, qui propose d'imposer un conseil de l'ordre aux journalistes afin de lutter contre les fausses informations. Oui, non mais ces gens sont fous. Hein. C'est tout de même le délire. Ces gens sont malades. Ils ne supportent pas la liberté de la presse. Il faut bien comprendre que la Macronie est une macrocrature. Enfin, j'avais théorisé ceci, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas, à travers les lois qui sont prises, tout simplement. La loi Avia sur les fake news ou sur les propos haineux, l'autre loi sur, je les mélange maintenant un peu, l'autre loi sur les fake news, sur les propos haineux et tout ça, toute une succession de lois qui sont destinées à mettre sous surveillance permanente les réseaux sociaux. C'est pas tellement les journaux, c'est les réseaux sociaux. Pour traquer, soi-disant, des propos haineux, sans donner de définition juridique, naturellement, aux propos dits haineux, parce que, naturellement, par définition, un propos haineux peut être perçu comme haineux par l'un et pas par l'autre. Donc, c'est tout à fait subjectif. Et donc, là, il y a une vraie politique liberticide qui est menée, qui se voit d'autre part, mais qui se voit très franchement vis-à-vis de la liberté d'expression, dans une indifférence totale de ma profession, journaliste, personne ne proteste, naturellement. On voit bien le rôle considérable qui est donné maintenant au CSA, qui devient de plus en plus l'œil de Moscou, qui se penche sur les télévisions. Les télévisions sont mortes de trouille dès qu'on invite quelqu'un qui pourrait aller au-delà de ce qui est permis dans le politiquement correct, et les chaînes tremblent à l'idée de faire parler tel ou tel, etc. Et puis on le voit maintenant, en effet, avec cette volonté de vouloir mettre un conseil de l'ordre, c'est ça, un conseil de l'ordre? Oui, conseil de l'ordre, c'est ne rien comprendre à la liberté journalistique que de vouloir mettre un conseil qui régenterait. Déjà que les journalistes, à travers leur société de rédacteurs, se comportent souvent en comité de rééducation pour les récalcitrants. Et là, Zemmour en a fait les frais, même au Figaro, où la société des rédacteurs du Figaro s'est souvent désolidarisée de ses prises de position, d'une manière honteuse, parce qu'il n'y avait aucune confraternité là-dedans. Mais c'est ne rien comprendre que de vouloir mettre au pas les journalistes, d'autant que, pour faire du mauvais esprit, les journalistes n'ont pas vraiment besoin d'être mis au pas, ils le sont déjà par leur formation, car la grande majorité d'entre eux déversent le même filet d'eau tiède, indifféremment qu'ils soient à Libération ou dans d'autres journaux. Je n'allais pas dire au Figaro, mais dans d'autres journaux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un énorme conformisme médiatique qui existe depuis maintenant 40 ans. Moi, j'ai toujours connu ça. Et nous sommes vraiment quelques-uns à être restés à la marge. C'est une des raisons pour lesquelles je ne me reconnais pas beaucoup dans ma profession. Enfin, j'adore ma profession, mais je ne me reconnais pas du tout dans une solidarité de corps avec toute une partie d'une profession qui m'a souvent fait honte dans sa connivence avec le pouvoir, sa manière de vouloir être du côté du manche à chaque fois, de ne pas voir quelles étaient les injustices, et de ne pas vouloir être le porte-parole des gens qui cherchaient à avoir la parole. Et d'ailleurs, en fait, s'il y a cette méfiance vis-à-vis de la presse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je crois que c'est à 70% dans les sondages ou plus, c'est bien parce que les gens perçoivent que la presse est nombriliste. La presse ne s'adresse pas à ses lecteurs, mais s'adresse aux journalistes du quotidien d'en face. Je vais vous poser une question qui, moi, me tracasse beaucoup en tant que citoyen. Je vais vous la poser, j'imagine qu'elle va vous tracasser aussi. Il y a un certain nombre de secrets qui existaient dans la société pour que la société puisse survivre, si j'ose dire. Vous aviez le secret de l'instruction, celui-là, il y a longtemps qu'on n'en parle plus. Le secret médical, vous aviez le secret bancaire, vous aviez... Le secret de la confession. Le secret de la confession. Le seul qui n'a pas disparu, curieusement, c'est le secret défense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, celui-là, il continue à être utilisé. Mais on sent une volonté politique de détruire tous ces secrets pour que l'État puisse s'emparer de la connaissance totale de celui. Et une vie dans laquelle vous ne pouvez pas garder des secrets, c'est abominable. Je veux dire, vous êtes... Donc, comment protéger la liberté individuelle devant ces attaques incroyables? Il y a une tentation totalitaire de la part de l'État, et de l'État en général, mais plus précisément de cette Macronie-là. Et moi, je la vois, je l'ai vue à l'œuvre surtout, et je milite beaucoup contre ce nouvel hygiénisme d'État qui a été imposé le 12 juillet à 20h par le président de la République à la télévision, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, en disant que du jour au lendemain, on allait tomber dans un ordre sanitaire, dans le biopouvoir qui avait été théorisé auparavant, surveiller et punir. Et cela rentre exactement dans cette méfiance vis-à-vis de tout ce qui pourrait être aujourd'hui
une vie autonome, une vie individuelle, préservée des voyeurismes, enfin des outrances de l'État. Et donc c'est ceci qui me fait terriblement peur. Et le secret médical va jusqu'au point aujourd'hui que il y a une loi qui a été votée cette semaine qui permet aujourd'hui aux chefs d'établissement d'exiger des élèves d'avoir accès à leur carnet de vaccination au mépris précisément du secret médical. Donc ça va très loin et cette société numérique de la surveillance collective est une société numérique qui va multiplier les surveillances de nos comportements comme cela se fait déjà dans le régime communiste chinois. Là aussi, nous avons un basculement liberticide qui est terrible, qui me fait peur, qui n'a pas été analysé d'ailleurs par quiconque. Tout le monde, les intellectuels pour l'instant se font peur sur le wokisme en disant que ce wokisme, c'est-à-dire cette idéologie déconstructiviste qui nous vient des États-Unis, mais qui est en fait un avatar de l'idéologie antiraciste française. Tout le monde se dit que le wokisme est épouvantable. Non, le wokisme, je ne vois pas. C'est ridicule c'est juste ridicule plus qu'épouvantable. En revanche, l'hygiénisme d'État, ce bipouvoir, me paraît être vraiment fascisant. C'est-à-dire cette recherche de l'homme pur, de l'homme performant. L'État nazi avait choisi ça aussi, l'homme pur et performant. Ça amène à l'eugénisme. Mais on y vient. Monsieur Mengele n'est pas loin. Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a un monde médical qui devient fou, qu'il faut que j'analyse un peu dans mes chroniques, parce que je trouve que c'est un danger pervers et qui est complètement ignoré par tous les et même par Zemmour. D'ailleurs, Zemmour n'en parle pas non plus. Et d'ailleurs, je trouve cela dommage, parce que j'aimerais l'entendre là-dessus, sur cette perversion sanitaire, de cet ordre sanitaire-là, qui, au prétexte de sauver des vies, est en train de permettre à l'État une intrusion dans ce qu'il y a de plus intime d'une personne, c'est-à-dire sa santé. Et ça, tout le monde s'en fout en disant « oui, mais c'est très bien, ça protège des vies ». Non, en plus, ça ne protège pas des vies, ce n'est pas vrai. Et ça a bousillé des vies, enfin, ça a peut-être sauvé quelques vies, bien entendu, mais ça en a bousillé d'autres. Il y a des enfants qui se suicident aujourd'hui parce qu'on leur fait porter le masque 24 heures, enfin, 12 heures sur 24. Enfin, il y a une abomination qui, toujours pareil, au nom de l'humanisme et des bons sentiments, fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'on tombe là aussi dans un univers orwellien. Je me suis laissé dire que les psychiatres enfantins étaient en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il paraît que les pauvres gamins qui ont 3-5 ans, ils sont terrifiés qu'ils ne veulent pas tuer leur grand-mère, qu'ils ne veulent pas tuer leur grand-père, qu'ils ne veulent pas... On raconte des trucs et ils sont morts de peur. Et vous avez également... Et vous avez également toute une génération dans la crainte. Et vous avez également une somme de suicides d'enfants ou d'adolescents tout à fait considérable qui n'existait pas auparavant. Alors comment on peut imaginer la popularité de M. Macron dans cet environnement alors ? Bon, d'abord, alors que quand on fait le bilan de ce qu'il a fait depuis qu'il est à l'Élysée, enfin c'est... Bon, je suis pas sûr que oui, c'est vrai qu'il a un socle qui tient. D'abord, il a un socle qui tient parce qu'il y a rien en face de lui. Pour l'instant, il y a quand même un désert. C'est un champ druide, le champ druide de la politique pour l'instant. Donc, il est tout seul. Et puis, c'est vrai que malgré tout, son quoi qu'il en coûte, qui a consisté à acheter la paix sociale, a fait en sorte que les gens ne sont pas sortis dans les rues, parce que la société est éruptive. Je suis le premier à le dire, mais on peut me faire objecter qu'elle est peut-être éruptive, mais les gens ne sortent pas dans la rue. Enfin, si peu. Il y a des manifestations tous les samedis, bien sûr, contre le pass sanitaire, mais ça ne remplit pas ça n'emplit pas les foules, ça ne mobilise pas les foules. Donc, il joue naturellement là-dessus. Il joue sur le fait aussi, et c'est à mon grand désespoir que une partie des gens ont accepté ce pass sanitaire, cet ordre sanitaire, ce côté pantouflard de vouloir absolument se protéger d'un virus, de mon point de vue, qui n'était pas aussi mortel que ça avait été dit. 0,05% des gens en sont atteints, enfin peuvent en mourir. Et donc il joue dans le fond sur une dépolitisation de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il a réduit le pouvoir à un problème de température, un problème d'organes et de sécurité sanitaire un peu dérisoire, en balayant tout le reste et en balayant toute cette crise existentielle qui, naturellement, assaille quiconque se projette ne serait-ce qu'à 5 ans dans son existence. Et lui est dans l'immédiateté à dire qu'il faut prendre ses chaussons et se protéger du ciel qui va tomber sur la tête. Donc il joue naturellement là-dessus, et puis moi je ne le vois pas a priori. Enfin,
Il peut encore gagner si la droite, bien sûr, se tire dans les pattes, mais je ne le vois pas, je le vois à contre-courant de l'histoire depuis le début. C'est-à-dire que son mondialisme, sa souveraineté européenne, son européisme, et cette manière très désinvolte qu'il a de traiter le désespoir des peuples, du peuple français en l'occurrence, en traitant les Gilets jaunes, qui ont été un des révélateurs comme il les a traités, me semble me semble démontrer qu'il n'a pas compris quelle était la vraie crise que nous traversons. La crise que nous traversons, c'est pas une crise sociale, c'est une crise existentielle. Et c'est une crise de la destinée. Alors on a la droite la plus bête du monde, comme disait Guy Mollet. Est-ce qu'on peut imaginer que quelque chose sorte de chez les Républicains avec un Barnier qui est nommé par le Congrès et qui va à la bataille et... Écoutez, pour l'instant, c'est mal parti. C'est mal parti parce que là, vous voyez que vous avez une droite de rupture qui est celle de Zemmour, qui est celle de Le Pen, puis vous avez une droite de gouvernement, une droite molle, une droite centriste, qui ne sait plus comment elle s'appelle d'ailleurs, et qui, en son sein même, est en train de se disloquer, parce qu'on voit bien que entre Madame Pécresse, par exemple, et Monsieur Ciotti, tout les sépare. Et donc, on voit bien qu'au bout du compte, Monsieur Ciotti pourrait très bien rejoindre ou Le Pen ou Zemmour. D'ailleurs, Ciotti a dit qu'il voterait Zemmour si Zemmour se présentait. Donc, on voit bien que cette pauvre droite-là achève sa déchéance. Mais cette histoire est inscrite sur le long terme. Cela fait longtemps que l'on voit bien ces républicains ne pas avoir fait l'effort d'un travail de reconquête sur eux-mêmes, enfin d'un travail idéologique. Ça fait quand même 4 ans. Ça fait quand même 4 ans qu'ils sont dans l'opposition. On aurait pu penser qu'ils auraient pu avoir le temps de trouver une ligne idéologique, de penser les réalités, etc., et de sortir un candidat. Moi, je vois que pour l'instant, tout le monde dit que M. Barnier pourrait être le révélateur de cette nouvelle droite. Pourquoi pas? Enfin, il a la tête de l'emploi. On le voit bien. Photographié président de la République, mais la tête de l'emploi, ça ne suffit pas. Je ne suis pas sûr que dans son fort intérieur, il ait la structure, et puis surtout qu'il ait fait l'analyse de ce qu'était la société française et de ses attentes. Alors je vois bien que il se démarque quand même, pour le mettre à son profit, il s'est quand même démarqué de l'autorité de tutelle de l'Union européenne à laquelle il a appartenu en réclamant en tout cas pour l'immigration la prérogative des lois nationales sur les lois européennes. Bon, il aura mis 20 ans. Il aura mis 20 ans, c'est déjà intéressant, mais je n'oublie pas non plus qu'il avait plaidé pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et que c'était quand même pas bien malin, parce qu'on voit bien que là, il s'était fourvoyé et qu'il avait quand même suivi par paresse toute cette et c'est parce qu'on reproche à Orban c'est parce qu'on reproche à Orban ou à la Pologne de la supériorité de la Constitution sur la... Oui, c'est pour ça que Orban est très intéressant à suivre, c'est que Orban devient plus que Trump, d'ailleurs, si vous remarquerez, plus que Trump, parce que Orban est plus intelligent, si je puis dire, en tout cas, est plus européen. Plus européen et puis plus intellectuel, a bien théorisé justement ce réveil des peuples et des nations qui se voient, alors... et d'une manière très dynamique au cœur des pays d'Europe centrale, des anciens pays d'Europe de l'Est, qui, après s'être libérés du joug ottoman pour la Hongrie, puis du joug communiste, nous dit que, voyant cette Union européenne qui veut imposer ses normes et son état de droit, on ne sait pas ce que ça veut dire, cet état de droit, ressemble de plus à l'Union soviétique quand elle voulait imposer les normes Brejnev, les normes voulues par Brejnev, par exemple. Vous savez ce que disent, on appelait la souveraineté limitée. La doctrine de Brejnev, c'était la souveraineté limitée. C'est-à-dire que tous ces pays étaient souverains, mais ils étaient limités dans leur souveraineté. Mais la souveraineté limitée, c'est exactement ce que propose l'Europe. C'est ce que propose l'Europe, oui.
Donc, le débat actuel est très intéressant, avec le bras de fer que l'Europe a lancé contre la Pologne et sa réforme de la justice ou contre la Hongrie. On voit bien que c'est deux conceptions de la Pologne qui sont en train aujourd'hui de se discuter, avec une Pologne qui serait semblable à des États-Unis d'Europe, dans le fond, ce que veut l'Union européenne, et puis une Europe des nations. Simplement, ce que ne voit pas Barnier, c'est que les Français se sont déjà prononcés, on l'oublie, mais enfin les Français en 2005 ont refusé précisément cette hégémonie européenne, puisqu'ils ont refusé la Constitution européenne et la hiérarchie des normes, qui voudrait que ce soit l'Europe qui supplée les autres. Et donc ce vote a été annulé par les députés eux-mêmes. Il faut quand même jamais oublier, dans cette crise de la démocratie... C'est un crime de forfaiture. Ah, mais c'est épouvantable. Je pense que la démocratie ne s'est pas relevée de ceci. C'est-à-dire que en 2005, 55% des Français ont refusé la Constitution européenne, c'est-à-dire cette prétention de l'Europe à vouloir régenter, y compris nos lois, et les députés français, en 2007, à travers le traité de Lisbonne, négocié par Sarkozy, ont avalisé cette forfaiture. Et donc, ont avalisé le fait qu'ils se sont complètement déconsidérés vis-à-vis des citoyens. Absolument. Absolument. Et donc, aujourd'hui, enfin de croire qu'il y aurait une polémique à exiger des États-nations qu'ils maîtrisent leurs lois parce qu'il y aurait un État de droit européen dont on ne donne pas la définition d'ailleurs de cet État de droit. Sinon, si on le comprend bien, cet État de droit européen, on voit ce que c'est à peu près. C'est une série de normes décidées par les juges européens eux-mêmes dans leur entre-soi qui voudraient que l'Europe soit... l'Europe progressiste, soit un pays ouvert à l'autre, ouvert aux minorités LGBT, ouverte et au monde musulman, avec des concessions léonines faites au monde musulman, enfin Mathieu Bock-Côté a très bien analysé ça dans un livre qui s'appelle « Le multiculturalisme comme nouvelle religion » qu'il a publié en 2018. Et c'est une merveille, ce livre. Il a tout expliqué, tout vu. Oui, oui. Mais il y a eu une série d'abandons de l'Union européenne dont on va découvrir quels étaient les effets les plus néfastes. L'effet le plus néfaste, de mon point de vue, c'est qu'elle a cautionné une immigration de masse et un multiculturalisme. Elle en a fait des normes exemplaires. Alors on voit bien que c'est l'immigration de masse et le multiculturalisme qui sont à la source des grandes désespérances françaises, notamment. S'il y a une crise existentielle, c'est parce que les élites n'étaient pas à la hauteur, mais c'est parce qu'elles ont été responsables de ce multiculturalisme qui rend indiscernable notre propre identité et de cette immigration de masse qui a fait venir une civilisation étrangère, l'islam, qui par définition ne s'intégrera jamais à une société occidentale, parce que ce sont deux civilisations antagonistes. Alors ça s'assimile à la marge, bien entendu. Vous avez toujours des musulmans qui s'assimileront à nous, mais dans l'effet de masse fait que c'est rédhibitoire qu'il y a effectivement, on s'est engagé dans un séparatisme culturel et identitaire. Et c'est une folie. J'avais fait un livre, mon dernier livre s'appelle « Les traîtres ». C'était justement pour dire qu'il ne fallait pas tant montrer du doigt, stigmatiser les immigrés, parce que les immigrés sont arrivés dans un pays vidé de sa substance, mais ceux qui plutôt ont fait venir les immigrés, c'est-à-dire toutes les élites françaises qui portent des prénoms français. Il aurait mieux valu qu'il soit plus français et porter des prénoms différents. Et depuis que M. Macron est à l'Élysée, il y a 2 millions d'immigrés supplémentaires. Ah oui, non, mais les chiffres de l'immigration, c'est 450 000 à peu près par an aujourd'hui. Officiellement, les chiffres officiels. Alors, je vous amène à la dernière question qui me préoccupe. On reçoit ici des gens, vous savez, comme ça, on discute, ce qu'on fait ici, comme si on était au coin du feu, quelque part. Et je tombe sur deux catégories de gens qui, très nettement, il y a ceux qui pensent que tout ça, ça va mal se terminer. Et il y a ceux qui pensent qu'on a encore une chance de s'en sortir. Si je vous demandais comme ça tranquillement, vous vous placez dans quelle catégorie? Moi, je pense qu'on a une chance de s'en sortir. Moi, je suis assez optimiste, mais je le suis depuis toujours. Alors peut-être trop, mais j'ai observé, parce que je m'occupe de ces problèmes de société depuis très longtemps, que le peuple français, même s'il était s'il semble un peu désabusé, n'entend pas disparaître. Et il a bien raison. Et donc, je crois que je suis assez optimiste dans la mesure où l'on ne mesure pas bien l'envie de vivre qui existe dans toute une partie de cette société dite des oubliés, de cette France invisible. On l'a vu un petit peu avec ces gilets jaunes qui était une première alerte sur la capacité de mobilisation d'une société en dehors des partis, des syndicats, des leaders et tout ça. Tout ça a été un peu flou. Mais je crois vraiment à l'instinct de survie des peuples quand les peuples se voient
se voit acculé à la mort, parce que c'est bien de ceci dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que si rien n'est fait d'ici peu, c'est-à-dire que même si Macron passe, par exemple, en 2022, je pense qu'il accélérera la grande dilution identitaire de la France dans une mondialisation impensée. Je crois qu'à ce moment-là, on aura droit au traité de Marrakech. Voilà, exactement. Et où tout est indifférencié, où un peuple peut remplacer un autre peuple, une civilisation une autre civilisation, un homme peut équivaloir, un homme n'a plus de différence avec une femme. Enfin, vous voyez bien ce monde liquide et plat que nous proposent ces mondialistes-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une urgence, et que moi, mon combat est en train de suivre ces derniers mètres, si je puis dire, que tout va se passer dans ces 6 prochains mois. C'est-à-dire que si l'on perd dans ces quand on dit si l'on perd, si la droite perd, en tout cas, si le peuple, les souverainistes perdent cette élection, je crois qu'en effet, là, c'est foutu. Et là, je vous répondrai, non, c'est trop tard maintenant. Les Français ont vu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils méritaient. C'est ce que j'entends beaucoup. Les gens me disent, c'est l'élection la plus importante de l'histoire de France. Pour moi, c'est l'élection la plus importante, parce qu'il me semble que nous avons tellement perdu de terrain déjà, et il y a eu tellement de catastrophes qui ne seront pas réparables, ou difficilement réparables, qu'en rajouter encore davantage me ferait penser que le basculement de civilisation vers une civilisation mondialiste et indifférenciée serait acté. Ça n'existe pas, une civilisation mondialiste et indifférenciée. On basculera vers une société musulmane. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on basculera vers le Liban. Oui, vers le Liban, ni mondialiste, ni indifférencié. Les pauvres vieux, ils en prennent pas la gueule. C'est possible. Enfin, en tout cas, on basculera dans une société de la loi du plus fort. Nous ne serons plus là. Et dans cette société de la loi du plus fort, la loi du plus fort sera tenue par l'idéologie qui est la plus combattante. Et ça pourrait, a priori, ce serait en effet l'islam, qui a pris beaucoup d'avance. Et donc voilà, je suis optimiste parce que je crois vraiment à la résurrection. Je suis catholique et je pense en tout cas à une résurgence d'une vitalité française. Mais vous savez ce que disait Jeanne d'Arc dans son procès que j'ai toujours trouvé superbe. L'évêque Cochon, il disait alors Dieu préfère les Français aux Anglais. Elle avait dit Dieu préfère les Français en France et les Anglais en Angleterre. C'était quand même une réponse admirable. J'ai une gamine de 17 ans. Oui. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Mais il faut revenir à des idées simples et à des idées de bon sens. C'est-à-dire qu'en effet, un peuple est un peuple et un étranger est un étranger et qu'il faut faire une différence entre le citoyen et l'étranger, tout simplement ça. Et de dire ceci, ce n'est pas être raciste, c'est simplement protéger son peuple. Et protéger son peuple, c'est de protéger sa famille. C'est bien la moindre des choses. Voilà. Mais écoutez, moi j'ai trouvé cette conversation extrêmement intéressante. Elle apparaîtra sur le net d'ici une petite semaine, quelque chose comme ça. Vous savez, ça dépend un peu de... Mais encore une fois, j'apprécie beaucoup ces conversations qu'on a avec vous. Et bien donc, en route vers de nouvelles aventures, mais dans les 6 mois qui viennent vont être très importants. Ah oui. Ce sont des mois. Je pense que là, on vit une période passionnante. Oui. Historiquement, nous sommes en train d'écrire. On vit la fin d'une période fausse. On arrive à la catharsis et il va se passer quelque chose. Voilà, absolument. Il y a le vieux monde s'écroule, le nouveau monde apparaît, on ne sait pas quelle forme il prendra, mais en tout cas, on voit qu'il est dans ces secousses-là que Zemmour apparaît pour l'instant. Il y en aura peut-être un autre plus tard, je ne sais pas. On est dans les douleurs de l'enfantement. Je suis d'accord, c'est très intéressant ça. Ouais. C'est passionnant. C'est passionnant. Passionnant et inquiétant. Comme quoi la maïeutique fait partie de la politique. La politique. Oui, absolument. Et les nations ont parfois du mal à accoucher. On assiste à un accouchement difficile. Ouais. C'est un siège. Mais merci beaucoup. Merci et encore une fois, ça m'a fait grand plaisir. Et je crois que ce qui est bien, si vous voulez, avec vous quand on parle, c'est que vous avez des démonstrations qui sont structurées et qui tiennent la route. Je veux dire, c'est pas juste des soundbites. Bon, vous savez, je passe mon temps à réfléchir à ça. Donc, comme observateur, moi, mon rôle est d'être un journaliste proche du terrain et proche des gens, mais en même temps, j'essaie parfois de regarder un peu au-delà des réalités quotidiennes pour voir où l'on va. Donc, je suis imprégné de tout ça. J'ai construit ma vocation journalistique en essayant d'être le porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole. Donc c'est pour ça que je suis plus à l'aise sans doute sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est effectivement la prise de pouvoir de tous les gueux. Et
par préférence. C'est toujours eux qui ont sauvé l'histoire de France. Et par préférence, je suis toujours avec les gueux, oui, c'est ça. C'est comme Bernanos, c'est toujours le peuple qui a sauvé la France. Exactement. C'est jamais la bourgeoisie. Voilà, sûr. Les élites se débinent. Les élites, elles sont là pour partir en voiture à Bordeaux. Voilà, absolument. Merci infiniment. Merci à vous.